Bonjour à toutes et à tous, dobry den, dzień dobry, dober dan, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. Quel plaisir de vous retrouver après ces 3 semaines de vacances. Bonjour Anna. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Est, numéro 49, saison 2, à la réalisation Eric Moressan. Bonne ziua Eric. Bună ziua Eric, bonjour Antoine. Aujourd'hui, l'équipe s'est agrandie avec 4 nouvelles journalistes. On est très heureux d'accueillir Flore Marcassin, Maya Amlal, bonjour. Elena Tcheremnir Bonjour. et Margot Guillou. Bienvenue à vous toutes sur Armada. On est tous de retour. Ou presque, puisque vous retrouverez bientôt Margot Germain, notre chroniqueuse belge préférée. Elle est actuellement sur scène dans la pièce Saigner des genoux jusqu'au 18 mai au Théâtre du Chariot à Paris. Et Gabriel Antoine, vous la retrouverez la semaine prochaine pour nous amener dans un nouveau voyage à l'Est. Bonjour Antoine, et aujourd'hui tu nous parleras actu. Oui, avec Mario Guillou, à qui je souhaite la bienvenue, comme à toutes. On va revenir sur l'actualité automobile et la disparition d'un grand pilote, Jochen Mass. Oui, aujourd'hui, bienvenue à l'Est, mais on va parler de l'Europe avec notre invitée Ursula Serafin, directrice de la Maison de l'Europe de Paris. Bonjour madame, bienvenue sur Armada. Bonjour à tous. On parlera aussi musique avec les charts de la semaine avec Maya Amela, cinéma avec Elena Tchernych, des fêtes de la littérature, des événements de la semaine à noter dans vos agendas, sans oublier bien sûr nos reportages. Et puis on salue notre photographe Ilya Koltsov et notre vidéaste Sophie. Vous pourrez apprécier leur travail sur les réseaux. Merci encore d'être nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, c'est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire, si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, et notamment l'actrice et réalisatrice estonienne Maria Avdjusko. Son film documentaire intitulé Head and Summit sur la vie quotidienne de la Fondation pour le traitement du cancer est un film sur l'importance de l'humanité, le courage et la compassion. Bon anniversaire aussi au rappeur serbe De Vito Anonimo, le rappeur cagoulé. Tout un mystère. Son clip Score sur YouTube, sorti il y a 2 mois, a dépassé les 2 millions de vues. Bon anniversaire au chanteur Romain F. Charme. Son prochain album, Busium, qui sortira à la fin du mois, fera l'objet d'une tournée en Roumanie. Et puis, bon anniversaire aussi à l'acteur allemand Wolfgang Trepper. Ce dimanche, il sera sur scène à Bad Segebert. C'est au nord de Hambourg, aux côtés de Marie Ross, dans Mer Nuten, Mer Koks, Scheiß auf die Erdbeeren. C'est-à-dire en français, plus de coca, j'emmerde les fraises. C'est du pur Wolfgang Trepper. Bon anniversaire au compositeur roumain Marius Tseiscu qui fête ses 80 ans. On lui doit notamment plusieurs musiques de films. Et puis bon anniversaire enfin à l'actrice et metteuse en scène ukrainienne Maria Kirishenko. On a eu le bonheur de la recevoir sur ce plateau. Grosse pensée à elle. Pensée du jour au réalisateur letton Roland Kalnins. Une très longue et riche carrière. Il avait été promu officier de l'ordre des 3 étoiles. Il a disparu à l'âge de 100 ans. C'était en 2022. Et puis une pensée au grand violoniste et pédagogue slovène Igor Ozim. Il a joué sur toutes les grandes scènes du monde. Il a rejoint les étoiles l'année dernière. Il avait 93 ans. Avant de retrouver les charts de la semaine avec Maya, un hommage aujourd'hui, Jérôme. Oui, Anna, pour Milan Ratislav Štefánik. On va y revenir dans le journal de 20h. Ce n'était pas vraiment un artiste, quoique astrophysicien général français. Il est né et mort en Slovaquie au tout début du XXe siècle. Il a notamment gravi 5 ou 6 fois le Mont Blanc, a fait quasiment 2 fois le tour du monde. En 1969, il disparaissait malheureusement de nos dictionnaires en France. Européen convaincu, on lui doit plein de choses, avec entre autres les prévisions météo françaises. Tout de suite, un reportage, il est signé Ilona de Souter. Connaissez-vous les prévisions météorologiques ou bien l'application des connaissances en météorologie et des techniques modernes de prise de données et d'informatique pour prévoir l'état de l'atmosphère à un temps ultérieur? Quand on cherche les précepteurs de cette technique, on tombe vite sur nos chers amis les Grecs qui sont les premiers à adopter cette analyse. Heureusement, ils ne sont pas les seuls et notre héros du jour a largement contribué à l'avancée de celle-ci. En effet, en 1915, il crée le service météo des armées. Cette personne, c'est Milan Ratislav Štefánik, une figure emblématique de l'histoire slovaque et européenne du début du XXe siècle. Né le 21 juillet 1880 à Košarica,
dans l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en Slovaquie, Štěpánik a montré un intérêt précoce pour les sciences, en particulier l'astronomie. Il poursuit ses études à l'université Charles de Prague et à l'université technologique de Vienne, où il obtient un doctorat en sciences naturelles. Ses recherches en astronomie l'ont mené à collaborer avec des scientifiques éminents de son époque. Passionné par l'aviation, Štěpánik a appris à piloter et a obtenu son brevet de pilote militaire en 1912, devenant l'un des pionniers du vol. Sa maîtrise de l'aviation l'a conduit à jouer un rôle crucial dans le développement de l'aviation dans l'Empire austro-hongrois en tant que chef du département des aérostats de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Il a également contribué de manière significative au progrès de l'aviation militaire. En parallèle de sa carrière d'aviateur, il a travaillé comme attaché militaire à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg avant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, il a joué un rôle important dans les relations franco-russes et a été promu au rang de général dans l'armée française. Štěpánik était également un fervent défenseur de l'indépendance slovaque et a joué un rôle crucial dans le mouvement pour l'indépendance de la Tchécoslovaquie, en tant que membre éminent de la Matica Slovenka. Il a œuvré pour la reconnaissance de l'identité slovaque et pour l'émancipation de son peuple. Ses efforts ont abouti à la déclaration de l'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918, où il a également occupé des postes de haut niveau dans le gouvernement. Malheureusement, Milan Ratislav Štěpánik est décédé dans un accident d'avion en 1919 à l'âge de seulement 39 ans. Malgré sa mort tragique, son héritage en tant que patriote, scientifique, aviateur et homme d'État reste profondément ancré dans l'histoire slovaque. Il est largement un héros national et de nombreux monuments et institutions portent son nom en Slovaquie et en République tchèque. Merci. Et nous passons aux charts de la semaine avec Maya Amela. Et oui, alors on va commencer par la Pologne. Sobel est le chanteur le plus écouté, notamment avec son nouveau titre Chacha, issu de son nouvel album Napić jak Będziesz, qui fait 1,5 million d'écoutes sur YouTube, alors que sa sortie, elle est toute récente, le 24 avril dernier, et déjà des millions de vues. Sobel est donc un artiste polonais populaire sur YouTube, avec plus de 1,3 million d'abonnés et plus de 1,8 million de vues au total. La chanson exprime la déception, l'épuisement émotionnel après avoir donné beaucoup de soi-même à une relation qui ne fonctionne plus. C'est donc une chanson polonaise qui explore les thèmes de la déception amoureuse, de la frustration, mais également de la libération des émotions. Les couplets créent une dynamique qui reflète les hauts et les bas d'une relation tumultueuse. La chanson se termine sur une note de résilience, suggérant une volonté de tourner la page et voire même de se reconstruire. En parlant lituanien, en top 1 des chansons les plus écoutées, c'est Tik Rytoj de Stājas Povilaitis. Et là, attention, on ne parle pas de se reconstruire, mais plutôt d'une autre étape, celle du doute, le désir de partir et la difficulté de le faire. Et là, cette chanson, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne, voire très ancienne. Ce titre est un classique de la musique lituanienne, interprété par l'artiste légendaire Stājas Povilaitis. Elle est issue de son album Dainu Oja, sorti en 1974. Tik Rytoj avec l'accent, ce qui signifie seulement demain en français. C'est une ballade mélancolique qui évoque le thème de l'attente et de l'espoir. Les paroles parlent d'un adieu qui est sans cesse repoussé au lendemain, d'où le titre Tik Rytoj. Merci Maya. Place au cinéma avec Elena Tcheremnych. Pour commencer, une bien triste nouvelle. Hier, le 8 mai, on a appris le décès de l'acteur tchèque Jiří Bartoška. Acteur, il était aussi président du Festival international du film de Karlovy Vary. Jiří Bartoška avait 78 ans. On file en festival avec la 78e édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 13 au 24 mai. Et nous avons de nombreux films d'Europe centrale et orientale en compétition. Côté court-métrage, la réalisatrice Kate Brossard, qu'on a reçue sur ce plateau, a vu son film L'Aigle Noir, sélectionné pour le Short Film Festival de Cannes Corner. Un film qui parle de la violence faite aux enfants en milieu familial, raconté du point de vue des enfants.
Du côté des longs, la Lettonie est bien représentée cette année à Cannes, avec entre autres le film Dva prokurora, en français Les deux procureurs, de Sergei Loznitsa, qui dépeint la vie en URSS sous Staline en 1937. Je continue avec le film allemand In die Sonne schauen, Sound of Falling pour son titre en anglais, un film signé Masha Schilinski, qui sera également en compétition pour la Palme d'Or. Le Norvégien Joachim Trier est aussi en lice avec son film Affektionsverdi, valeur sentimentale. Enfin, dans la catégorie Un certain regard, on notera la sélection de Caravan, un film slovako-tchèque de Zuzana Kircherova. Autre festival. Au festival Crossing Europe 2025, le film Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, Anul nou care en fost de Bogdan Mureșanu a reçu le prix du meilleur film de fiction. Un film sur la révolution roumaine à l'époque de Ceausescu. Et ça tombe bien, il est actuellement en salle. Tant mieux. Avant de parler du passé, notons que parmi les films à venir, le prochain film du réalisateur germano-géorgien Alexandre Koberidze, Joy Leaf, est en cours de production. Un road movie sur la quête d'un photographe disparu après avoir fait des photos de stats de football. Après le film, un festival à venir. La 11e édition du Check-in Film Festival se tiendra à Paris du 16 au 19 octobre 2025 et pour cela lance un appel à films. Date limite le 30 juin 2025. Les meilleurs films de fiction, documentaires et d'animation issus de la République tchèque ou de la Slovaquie seront sélectionnés. Alors n'hésitez plus et foncez. Parlons enfin histoire du cinéma. Le film Cesta do Pravieku, le premier film de dinosaures, est tchécoslovaque. Sorti le 5 août 1955, restauré en 2019, ce film de 88 minutes est signé Karel Zeman, avec dans les rôles principaux Petr Hermann, Vladimir Bejval et Josef Lukács. Il raconte l'histoire du petit Georges, qui rêve de rencontrer des dinosaures et qui se lance avec ses 3 meilleurs amis dans un incroyable voyage à l'ère du Jurassique. On y voit des stégosaures, un kelenken, gros poulet capable d'assommer une vache, ou encore un pteranodon et un T-Rex. Bien avant Steven Spielberg et Jurassic Park, place au film Cesta do Pravieku, dont voici la bande-annonce. Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnější prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu až do pravěku. Halo! Halo! Pane Manu, jsme tady dobře v pravěku? Tamhle na druhém břehu. Cesta do Cesta do Pravieku. Pravieku, autant pour moi. Et puis on salue ce grand monsieur du cinéma. Une pensée à tous ses amis, puisque Karlovy Vary, c'est vraiment l'un des plus grands festivals de films tchèques et slovaques et européens. Il est 19h14 sur Armada. Vous êtes dans Bienvenue à l'Est et on a une invitée. Et quelle invitée? Ursula Séraphin, qui est diplômée de l'École normale supérieure de pédagogie à Cracovie en Pologne, de l'École supérieure de journalisme à Paris, ainsi que spécialisée en formation permanente à l'Université Paris 9 Dauphine. Elle a été coordinatrice des activités de la Fondation Journalistes en Europe, un organisme de formation pour des journalistes du monde entier, spécialisé dans les affaires
affaires européennes. Elle a ensuite intégré Confrontation Europe en 2003 et a dirigé le bureau de Bruxelles de l'association depuis sa création en mai 2004 jusqu'en mai 2010. Et puis, bien aujourd'hui, c'est la directrice de la Maison de Paris. Encore merci d'avoir accepté notre invitation, Ursula Séraphin. Alors, l'Union européenne, est-ce qu'on la connaît vraiment ? Eh ben, en cette journée de l'Europe, nous avons le plaisir de vous recevoir. Ma première question est pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Qu'est-ce que la Maison de l'Europe ? Alors, la Maison de l'Europe de Paris est une association reconnue d'utilité publique et fondée en 1956. Alors, j'ai dit bien la Maison de l'Europe de Paris parce que c'est un réseau. Et il y a une quarantaine de maisons de l'Europe dans toute la France. Il y a même un réseau européen des maisons de l'Europe. Oui. Et il y a une centaine de maisons de l'Europe qui font partie du réseau européen dans l'Union européenne. Alors, c'est une association qui a pour but d'informer les citoyens sur l'actualité européenne. Et pour ce faire, nous avons différentes activités. Une des activités la plus visible, c'est une activité d'organisation des conférences. Une à 2 fois par semaine, nous avons des invités qui parlent de l'actualité européenne. Et on traite des sujets vraiment différents et variés. On peut avoir une soirée lecture sur un livre, sur un roman sur l'Union européenne, mais on peut aussi parler du changement climatique, de la crise économique, de la politique de défense européenne, etc. C'est juste pour vous dire que l'Europe touche à tout, et nous, dans l'association, on touche à tout aussi. Une autre activité, c'est une activité pédagogique. On a des sessions de formation ou d'information pour des scolaires ou pour tous ceux qui souhaitent avoir un renseignement sur un sujet précis ou sur le fonctionnement des institutions ou sur l'histoire de l'Union européenne. Et puis une activité qui est vraiment en lien direct avec la journée d'aujourd'hui parce que nous sommes le 9 mai. C'est la journée de l'Europe. Alors, on l'a faite normalement le week-end. C'est pour ça, demain, à Paris, nous avons une grande activité qui va avoir lieu sur la place de la République avec une vingtaine des associations, avec la représentation de la Commission européenne à Paris, avec le bureau d'information du Parlement européen à Paris, avec le comité économique et social, avec la Banque européenne d'investissement, et voilà. Donc on est plusieurs acteurs à accueillir le public toute la journée sur la place de la République. Et en fin de soirée, nous proposons un concert pour les jeunes. C'est absolument gratuit, c'est ouvert à tous. Mais Paris, c'est pas le centre du monde, donc la Maison de l'Europe de Paris participe également à des journées d'Europe dans différentes villes en région parisienne, à Antony, à Vincennes, à Créteil, voilà. J'en cite 3, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et là, on a aussi, la Maison de l'Europe se déplace pour avoir des stands et pour parler avec des citoyens. D'accord. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors là, vous avez parlé il y a plusieurs maisons de l'Europe en France et dans l'Union européenne. En France, on en compte combien ? Une petite quarantaine. Une petite quarantaine ? Voilà, vous avez une maison d'Europe à Rennes, à Bordeaux. Dans les Yvelines, il y en a partout. Il y en a une dans les Yvelines, mais donc là, je cite que des grandes villes, mais vous avez aussi une à Béthune, vous avez une dans un village normand qui s'appelle Fourmies, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Voilà. Donc, il y a beaucoup de maisons de l'Europe. Elles ne sont pas toutes égales. Certaines sont juste composées des bénévoles, mais elles font toutes répondent à des sollicitations essentiellement des établissements scolaires pour parler de l'Europe. D'accord. Est-ce que quand on parle justement, ça apprend, enfin, la Maison de l'Europe, elle parle de la citoyenneté européenne. Quelle est la différence, parce que pour ceux qui se posent la question, quelle est la différence entre la citoyenneté européenne et la nationalité européenne ? Alors,
À vrai dire, Non, non, non. C'est vrai que la citoyenneté européenne, bon, Non, là, la Maison Blanche travaille dessus. à partir du moment Hum, où quelqu'un possède la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, mhm, il est automatiquement citoyen européen. D'accord. Et ça, c'est le traité de Maastricht qui a apporté cette notion de la citoyenneté européenne. Et c'est avec le traité de Maastricht que on a eu nos passeports européens Européen. sur lesquels c'est écrit passeport européen. Voilà. D'accord. Ce qui n'a rien à voir avec une nationalité. Ce qui n'a rien à voir. En fait, il n'y a pas de nationalité européenne, il y a la citoyenneté européenne. Nous D'accord. avons tous une nationalité Mm. quelconque, et si on a une nationalité d'un État membre de l'Union européenne, on a automatiquement la citoyenneté européenne. D'accord. Alors aujourd'hui, au moins, fallait être clair. Enfin, c'est bien clair parce qu'il y a des gens qui se posent la question, donc c'est pour ça que je pose la question. Aujourd'hui, on est le 9 mai, donc c'est la journée de l'Europe. Comment on peut présenter cet événement en quelques mots? C'est par rapport, on va en parler lors des fêtes, mais des fêtes de la semaine du coup, ou du jour, ça a un rapport avec Robert Schuman. Tout à fait. En fait, si vous voulez, la journée de l'Europe, elle fait partie de ce que souhaitaient les pères fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne ait des symboles. Donc, un des symboles de l'Union européenne est la journée de l'Europe. Et aujourd'hui, donc, il y a 75 ans, Robert Schuman a prononcé le discours fondateur de l'Union européenne au Quai d'Orsay, au salon de l'horloge. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait la possibilité de visiter le Quai d'Orsay et écouter le discours de Robert Schuman qui est enregistré et qui est diffusé au salon de l'horloge là, à l'occasion des différentes fêtes. Mais on peut aussi visiter le Quai d'Orsay pendant les journées européennes du patrimoine et écouter ce discours. C'est au niveau historique, comment ça s'enseigne à l'école? On en parle pas mal. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, mais Alors, aujourd'hui, évidemment, l'Europe, ça, je crois que les jeunes peuvent témoigner, fait partie des programmes de l'histoire, de l'économie, de géographie, voilà. Donc on enseigne l'Europe, mais c'est un peu morcelé, c'est-à-dire l'histoire appartient à l'histoire, l'économie appartient à l'économie et la géographie appartient à la géographie. Mais en fait, l'Union européenne, c'est un projet politique, mais c'est aussi un projet humaniste. C'était le souhait des pères fondateurs. C'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était compliqué parce qu'il fallait reconstruire le continent qui était ravagé par la guerre. Donc le discours de Robert Schuman, qui est très très court, c'est seulement 2 pages, et je vous invite à les lire parce que c'est très instructif. Et donc, il est axé essentiellement sur la paix et sur la prospérité. C'était il y a 75 ans. oui, on n'était pas nés. Voilà, on n'était pas nés. Et ce qui est un peu dommage, c'est que cette construction européenne et le souhait des pères fondateurs n'est pas enseigné de cette manière dans les établissements scolaires, que c'est pas introduit comme ça dans les programmes scolaires. Parce que, ok, on parle de la géographie, on apprend... Oui, on apprend les états de l'UE. C'est ça. Mais, voilà. C'est trop morcelé pour que le projet européen apparaisse tel qu'il a été conçu par les pères fondateurs dans la tête des jeunes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau de la géographie, et moi je l'ai vu parce que j'y vais régulièrement, quand on demande de remplir des cartes
de l'Europe, avec des formats de pays, des capitales, des drapeaux. Il y en a beaucoup, et c'est pour ça que cette émission existe, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les pays d'Europe centrale et orientale. Sauf s'ils sont fouteux. Alors là, ils connaissent les drapeaux, ça je peux le témoigner. Mais parce que, par Mais exemple, tout le monde n'est pas fouteux. tout le monde n'est pas fouteux, c'est ça. C'est que quand Pas on du arrive, où se trouve Tallinn, en général, ou alors quel est l'ordre des pays baltes. Alors là, il y en a un paquet, c'est vrai. Et il faut, et à chaque fois, on essaye, on regardera ça tout à l'heure avec la météo, mais c'est vrai que en général, les villes, on essaye, c'est par là, oui d'accord, Budapest et Bucarest sont souvent confondus. Slovénie, Slovaquie. Voilà, c'est alors que c'est pas du tout le même décor. Enfin, quoique, encore la Slovaquie, c'est assez montagneux aussi. Mais c'est voilà, il y a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de la géo. Enfin, en tout cas. Pour la Oui, il y a connaissance beaucoup de travail côté-là. à faire. C'est pour ça, disons que notre association a une modeste contribution. Et c'est vrai que souvent, on a affaire avec des enseignants qui viennent chez nous en demandant de faire une formation, une présentation qui est un peu complète et qui fait le lien entre l'histoire, la géographie, l'économie, les droits de l'homme, etc. Parce que sinon, l'enseignement de l'Union européenne n'est pas très uniforme dans les programmes scolaires. C'est ça. Puis, Et est-ce que c'est le cas dans d'autres pays d'Europe? Ou est-ce qu'il y a l'enseignement différent par exemple en Allemagne ou, je sais pas, en Hongrie, n'importe, en Pologne? Alors, il y a un observatoire de l'enseignement de l'Europe ou de fonctionnement de l'Union européenne, qui est présidé par un ancien ministre des Affaires européennes français et ancien député européen, peut-être que ça vous dit quelque chose, Alain Lamassoure. Oui. Et il a fait le tour un peu de tous les pays pour comparer. Enfin, c'est pas glorieux. C'est-à-dire que Donc c'est un manque dans c'est un manque toute l'Union général. européenne. Et quand on prend par exemple le pays comme la Hongrie aujourd'hui, où on retire tout ce qui touche à l'Union européenne des programmes d'enseignement de l'histoire ou de la géographie, c'est compliqué. Et que la Hongrie a expulsé l'université européenne de Budapest et qui a trouvé un toit à Vienne, c'est compliqué. Donc l'enseignement du fait européen n'est pas encore à la hauteur de ce que souhaitaient les pères fondateurs. Oui, exact. Puis les histoires d'Europe, ça remonte à vraiment très 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 loin. On parlera pas de Victor Hugo, parce que là, c'est vraiment là, ça commençait déjà par là. Il parlait lui des États-Unis d'Europe. Donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette journée, en fait, il y a plein d'associations, il y a des conférences débats, il y a la présentation d'associations européennes. Je pense à la RDS, au Goethe Institut, à l'Institut Robert Schuman, enfin parmi tant d'autres. Et puis donc des institutions européennes avec des quiz, puis aussi des concerts. Et au niveau musical, alors il y a Europavox. Et moi, en fait, il y a une question que je me pose parce que quand on regarde Europavox, ils chantent en anglais. Et alors qu'on a des artistes, et on l'a prouvé tout à l'heure avec Maya Amlal, il y a des artistes qui dépotent total, qui chantent dans leur langue maternelle, mais qu'on n'entend pas au-delà de leur propre pays, alors que eux se déplacent. Comment on peut faire par rapport aux médias, comment dire, allez-y, c'est un chanteur polonais, il chante en polonais, c'est une langue très très belle, on y va. Alors, n'importe quel chanteur, s'il veut avoir du succès, évidemment, il chante en français, peu importe sa nationalité, comme ça il touche beaucoup plus de monde. Mais c'est un peu la même chose avec le cinéma. Là, vous avez cité beaucoup de films qui viennent de la Roumanie, de la République tchèque ou de la Pologne. Très bien, mais il y a énormément de films qui ne traversent pas la frontière.
Parce que ils sont pas dans la langue de Shakespeare. C'est ça. J'ai pas de solution. C'est ça. Donc, je prends Joker. On a 24 langues officielles dans l'Union européenne, 40 sur tout le continent. C'est vrai que c'est intéressant de découvrir. On n'entend pas la même chose en fait. C'est différentes résonances au niveau des langues. Mais bon, c'est vrai, c'est un autre débat. On peut avancer, de toute façon, il y a encore beaucoup de travail à faire. On va avoir une deuxième partie de l'interview, ça sera après le journal. Pour l'instant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ursula. On va passer au livre de la semaine. Et quel livre ? Tout à fait. Donc, je vais vous présenter le livre de Joseph Banas, publié chez Le Lys Bleu, qui est une perle, vraiment un bijou précieux dans la littérature romanesque d'aujourd'hui. Et non seulement les personnages sont extrêmement complexes, le livre retrace aussi l'histoire de l'Europe, justement de sa construction, plongeant le lecteur dans l'histoire récente des États européens entre les années 60 et 2000. Le roman commence par une rencontre de la délégation européenne avec le président de l'Ukraine, Yushchenko, en 2005. Le même épisode est repris pratiquement mot à mot dans les dernières pages du roman pour être vu sous un autre angle, après avoir découvert l'histoire des deux personnages cruciaux, Joseph Banas et Alexandra Gouzieva. Leur histoire peut être comparée à une tragédie grecque. Le destin inflexible, quoi qu'il puisse entreprendre, les sépare par l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Les amoureux sont séparés non seulement par le mur de Berlin, mais aussi par un mur d'incompréhension, de frustration, de violence à tous les niveaux. Et au moment de se retrouver, 30 ans plus tard, une autre mort survient, comme dans une tragédie grecque encore, celle de leur fils, que Joseph n'a jamais connu, du moins en tant que fils. Et cette tragédie tient le lecteur en haleine tout le roman. Et à part cette ligne narrative de l'amour impossible, tragique, sublimé, le roman est une source d'informations historiques. De première main, sur l'histoire de l'Europe, certains chapitres sont écrits en italique, peuvent être mis dans un manuel à part, franchement, sont comme un documentaire. Les camps occidental, oriental ne sont pas figés dans une caractéristique unifiée, il n'y a pas de bon ou de méchant, il y a des progrès notifié de la valorisation des deux côtés. Par exemple, la dénazification de la RDA, vue à travers l'histoire du personnage de Thomas et de son père, ou par exemple l'autodiscipline allemande au travail, qui n'est pas considérée comme l'exploitation capitaliste à travers le personnage de Joseph. La complexité de la psychologie, la complexité de la sociologie, de la politique sont exploitées avec rigueur dans ce roman. Et Joseph Banas ne peint pas une réalité arrangée, lisse, simplifiée, mais s'efforce à montrer toute la complexité de l'histoire, avec grand H, et des histoires. C'est au lecteur à apprendre à composer avec une réalité multidimensionnelle qui ne peut pas être simplifiée jusqu'aux oppositions politiques habituelles et actuelles. La chute du mur, Berlin, 1989. Cette liberté de voyager de l'autre côté des barbelés, dans les deux sens, est vue et vécue par les personnages comme par toute une génération, et nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette génération. La question de la culpabilité, du rachat politique, celle des États, celle des hommes politiques est posée aussi à travers des personnages du père de Winter, ainsi que par le beau-père de Joseph. Qu'est-ce qu'on doit en faire avec cette culpabilité ? Et les sujets n'en manquent pas aujourd'hui de se sentir coupable ou non à l'égard des peuples, à l'égard des États ou des personnes. Le lecteur français peut être dépaysé à la lecture de ce roman qui démêle, précise, brosse les portraits des personnages historiques peu connus du grand public français. Je vous lis les dernières lignes du roman. C'est formidable que l'on puisse aujourd'hui se voir dans un agréable café à Berlin ou à Bratislava, sans craindre des interdictions ou des persécutions, en tant que citoyen d'une Europe réunie libre. Je crois fermement que les gens en Allemagne, en Russie, en République tchèque, en Ukraine et dans d'autres pays vont lire Le Temps de l'enthousiasme. C'est l'histoire d'une Europe qui nous réunit. Ce sont les dernières lignes de l'épilogue et ce roman est un hymne à la liberté dans toutes ses expressions, pour tous les peuples et pour tous les temps.
C'est vrai que c'est un super livre. Vous avez la couverture pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Facebook, Twitch et toutes les chaînes partenaires en Afrique qu'on salue. Voilà, Le temps de l'enthousiasme de Joseph J'ai vraiment Banache, adoré, vraiment. édité aux éditions du Lys Bleu. On va passer, comment dirais-je, à une exposition qu'il faut absolument aller voir. Et Elena Tcheremnich et Maya Amlal ont eu les yeux et les oreilles tout ouïs. Faites-nous rêver. Cette semaine a eu lieu le vernissage de l'exposition Le Cercle des artistes de Paris au Parc Floral. Divers peintres, graveurs, sculpteurs ou encore photographes de divers pays y étaient représentés, dont Karine Kaja Kralova d'origine slovaque et Monika Novak d'origine polonaise. Maya Amelal et moi-même, nous avons mené l'enquête pour vous et nous leur avons posé quelques questions. Reportage. Et non, ce n'est pas une vue de la Terre au-dessus du ciel, mais bien une œuvre d'art, celle de Kralova Karine. Elle fait partie de l'une des 120 participants à l'exposition des cercles des artistes de Paris tenue au Parc Floral à Vincennes. Son inspiration n'est tout autre que la nature. Moi, je suis toujours la tête dans les étoiles et admirative du cosmos, de l'espace. Et moi, c'est quelque chose qui me fait très peur d'un côté, mais qui me fascine. Et je voulais explorer ce monde. On dit souvent que c'est noir là-bas, mais en fait, c'est pas. L'artiste plasticienne est d'origine slovaque. Elle expose à l'international ses peintures qui mêlent couleurs et textures. Elle s'inspire d'un langage géométrique universel qui prône la peinture comme un fragment du monde de l'harmonie. Elle utilise différentes techniques et matériaux, peinture pour céramique, sable et matériaux recyclés, une méthode de travail qui attire de plus en plus de curieux. L'exposition recueille différents peintres, notamment de l'Europe de l'Est, un espace d'échange ouvert à tous. Entre tableaux colorés, sculptures emblématiques et photographies, la modernité est souvent mêlée à l'antique, ce qui fait parfois le secret de certains artistes, comme Nowak Monika, artiste peintre d'origine polonaise. Elle mêle la modernité dans ses œuvres d'art grâce à sa technique bien particulière. Un mélange entre l'ancien et le contemporain, avec une technique qu'on appelle lenticulaire. Réinterprète ces portraits à la manière un peu street art, puisque j'ai tagué les personnages, j'ai tagué leur visage. Et quand on bouge un petit peu, c'est le principe de la lenticulaire, on aperçoit les portraits originaux d'Andy Warhol, mais dans un format rond, puisque j'ai voulu en même temps symboliser le pop art qui est à base de bourre. L'artiste offre une vision 3D de ses œuvres. Elles englobent un large éventail de héros féminins issus du monde des films d'Hitchcock, de la musique rock et de la haute couture et littérature de science-fiction. Des œuvres originales qui attirent un public varié. L'exposition se tient au Parc des Fleurs à Vincennes. Cette année, plus de 150 000 visiteurs y sont attendus. Donc allez-y, c'est donc au Parc Floral. On passe à l'agenda. L'Institut slovaque de Paris vous invite le 5 juin prochain à venir applaudir les solistes de l'Opéra national de Vienne, la soprano Slavka Zamechnikova et le basse Peter Kadner, accompagnés de l'orchestre de chambre d'État de Žilina. Ils feront résonner l'emblématique salle Gaveau, 45 rue La Boétie, sous la baguette de leur chef d'orchestre František Macek. Ils interpréteront des compositions, des airs et des duos belcantistes des grandes personnalités de la musique classique comme Mozart, Donizetti, Rossini ou encore Sourogne. Attention, il vous reste jusqu'à demain pour réserver des places gratuites pour vous et vos proches à l'adresse électronique de l'Institut slovaque de Paris, c'est-à-dire si.paris@mzv.sk, si.paris@mzv.sk.
L'ambassade d'Estonie vous invite à un concert exceptionnel de l'ensemble ukraino-estonien Sviatavatra Holy Fire demain, le samedi 10 mai, à Montrouge, au club The Backstage, lors du festival ECU. Le groupe Sviatavatra interprète des chansons folkloriques traditionnelles avec une attitude punk, combinant cornemuse, gambarde et voix distinctive avec des arrangements modernes de trombone pour créer un son contemporain unique. Depuis 2006, le groupe relie les cultures et les publics de 23 pays grâce à ses représentations dynamiques. Ils ont participé à de grands festivals, notamment Colors of Ostava, Feldjeg, Positivus, Ukrult, au London FM, Kaustinen et Village Folk. Leur chanson Paneminde Polema, Light My Fire, a été reprise dans la série télévisée américaine SEAL Team en 2017. Le groupe s'est produit également à Budapest Ritmo, Tallinn Music Week, Eurosonic, Folk Alliance. Et dans le contexte mondial actuel, les représentations de Sviatavatra ont acquis une nouvelle profondeur émotionnelle alors qu'ils continuent à plaider pour la paix à travers leur musique. L'Institut culturel bulgare et l'immense pianiste Galin Ganchev, pianiste de 31 ans, plusieurs fois primé à la carrière internationale dont on vous a déjà parlé ici, vous propose un concert gratuit le jeudi 15 mai à 19h à la médiathèque musicale de Paris. Un concert gratuit ce jeudi 15 mai. Un concert hommage au compositeur français Georges Bizet à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition. Au programme Les Chants du Rhin, Venise ou encore bien sûr l'Arlésienne suite numéro 1. La médiathèque musicale de Paris, ça se trouve aux 8 portes Saint-Eustache à Paris dans le premier. Un événement Bizet 2025. Profitez-en, c'est gratuit, c'est sans réservation et dans la limite des places disponibles. Bien sûr, renseignements auprès de l'Institut culturel bulgare. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Madame Desislava Binieva, la directrice de l'Institut culturel bulgare. L'Institut polonais vous invite au 4e volet du cycle Mardi polonais. Elles ont fait le cinéma. Le 13 mai, pour une soirée cinéma avec la projection du film Mon Nikofor de Johanna Koskrause et Krzysztof Krause, en présence de la réalisatrice. Le film sera précédé du court-métrage Quand les anges tombent de Roman Polanski, réalisé pendant ces années à l'école de cinéma de Łódź. Et puis enfin, le FICEP, le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, vous invite pour la 2e année consécutive à l'événement Danse. Il s'engage via le film dans cet art vivant qu'est la danse. Grâce à l'exigence de la sélection faite par les différents commissaires du monde entier, sans même se consulter, ce commissariat international dévoile une thématique très forte. L'humain dans une lutte permanente. Le spectateur est invité donc à observer à travers l'écran l'être humain qui est amené à un constant surpassement. Ainsi, nous observons dans des formats et esthétiques très différentes la puissance d'un corps humain dans différentes circonstances. Dans son surgissement, son enfermement, son souvenir, son identité, son passé, sa lutte, son silence, sa réalité, sa rébellion et enfin sa détente. Chaque film est un univers unique de chorégraphes, réalisateurs et de danseurs. Ensemble, ce panorama crée une unique possibilité de regarder le monde à travers ces différentes manifestations corporelles et chorégraphiques. Je parle trop, laissons place à la danse. Voici la bande-annonce.
Il est 19h44 et c'est le moment des chroniques des fêtes du jour. Et aujourd'hui, on vous amène aux 4 coins de l'Europe. Oui, tout à fait, Anna. Le 9 mai, dans les États membres de l'Union européenne, on fête la journée de l'Europe. On en parlait avec notre invitée Ursula Séraphin. Cette journée, on l'a vu tout à l'heure, elle célèbre la déclaration Schuman qui s'est tenue donc le 9 mai 1950. Une déclaration à l'origine de la construction européenne. La journée de l'Europe, c'est un jour férié au Luxembourg et quelques autres États membres fondateurs. À noter que cette journée de l'Europe du 9 mai ne doit pas être confondue avec la journée de l'Europe du Conseil de l'Europe qui, elle, a lieu le 5 mai. Le 9 mai reste aussi le jour de la victoire en Arménie, en Biélorussie, en République serbe de Bosnie-Herzégovine où c'est férié, en Moldavie, en Pologne, en Russie, en Serbie et en Roumanie où on fête aussi la proclamation d'indépendance de 1877 vis-à-vis de l'Empire ottoman. Alors pourquoi le 9 mai et pas le 8 pour le jour de la victoire ? En fait, l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie qui a été signé à Berlin le 8 mai 1945 à 23h, heure de Berlin, et avec le jeu des décalages horaires, il se trouve qu'à ce moment-là, à Moscou, on était déjà le 9 mai à 1h01 du matin. Donc c'est pour ça qu'ils ne fêtent pas en même temps que nous. On continue avec la Roumanie, avec demain le 10 mai, où on se souviendra de la monarchie de la Roumanie, qui durera de 1866 à 1947, monarchie qui débuta avec le couronnement du roi Karol Ier von Hohenzollern, le 10 mai 1866 à Bucarest, en tant que domnitor de la principauté de Roumanie. Il deviendra roi en 1881. Et puis le 11 mai, toujours en Roumanie, ce sera la fête des pères. Et le plus marquant, c'est qu'en Estonie et en Lettonie, le 11 mai, ce sera la fête des mères. Donc tu vois, vive la fête. Vive la fête. En route vers l'Est. En route vers l'Est, en attendant de retrouver Gabrielle d'Antoine pour un nouvel épisode de En route vers l'Est la semaine prochaine, elle nous emmène aujourd'hui en Allemagne, à Munich. Bienvenue dans ce 3e numéro de En route vers l'Est, la chronique qui vous embarque avec moi dans mon voyage en train à travers l'Europe. Et quand on est en route vers l'Est, on passe souvent par Munich, alors en route vers la capitale de la Bavière. Munich, c'est cette ville à la fois traditionnelle et dynamique, où le passé et le présent se côtoient harmonieusement. Obligé de parler du fameux Oktoberfest, la grande fête de la bière. Oh oui. La grande fête de la bière où presque 7 millions de visiteurs viennent boire chaque année 7 millions de litres de bière. Ah oui. Toujours avec modération parce qu'on est en France. Cette fête folklorique a été créée en 1810 à l'occasion du mariage du roi Louis Ier de Bavière et de Thérèse de Saxe. Mais au-delà de ça, Munich reste une destination qui vaut le détour toute l'année. Très touristique, Munich séduit par son charme, sa richesse historique et son ambiance conviviale. Fondée en 1158 sur des terres qui appartenaient à des moines, d'où son nom qui est dérivé du Mönch, moine en allemand. La ville a su évoluer en conservant son héritage. Donc aujourd'hui, Munich est prospère, industrielle, mais aussi cosmopolite et chaleureuse. Côté patrimoine, la ville regorge de trésors. Les amateurs d'art sont comblés par les 2 pinacothèques d'art ancien et moderne, qui figurent parmi les plus grandes galeries de peinture au monde. Les passionnés d'architecture admireront les tours jumelles de la Frauenkirche, l'église Notre-Dame du XVe siècle, ou encore l'imposant hôtel de ville sur la célèbre Marienplatz, au cœur de la ville, avec ses nombreux restaurants et commerces. Effectivement, on déambule de place en place. On a Karlsplatz, Odeonsplatz, Königsplatz, avec son allure inspirée de l'Antiquité grecque, et bien sûr la charmante Platz, dans la vieille ville, aux rues pavées et belles maisons bourgeoises qui nous donnent un petit aperçu de ce à quoi Munich ressemblait autrefois. À quelques pas de là d'ailleurs, on a la Hofbräuhaus, l'une des brasseries les plus célèbres du monde, qui nous plonge dans l'ambiance festive de la culture bavaroise. La bière de la cour et des armées bavaroises y est brassée depuis 1808. Mais si vous voulez une bière accompagnée d'une bonne schnitzel... Toujours avec modération. Là, on est à fond dedans, je m'excuse. Non, mais t'as raison. De toute façon, quand tu vas à Munich, tu bois de la bière. Enfin, voilà. C'est ça. Avec modération. Et du coup, là-bas, l'endroit pour ça, c'est les Biergarten. Il y en a partout dans la ville. Mais sinon, direction aussi, d'ailleurs on peut le voir à l'écran, et celui-là, je l'ai trouvé dans l'emblématique et immense marché Victualian Market, qui depuis 200 ans accueille, c'est un lieu de rencontre, en tout cas on partage des verres sur ces grandes tablées en plein air.
Et où on peut acheter une baguette. Bien sûr. Et bon, je continue sur la Oui, bière oui, parce bien qu'elle sûr, bien sûr. Elle se boit partout, Bah oui. mais notamment dans les grands espaces verts de la ville. C'est assez impressionnant, il y en a partout. Les Munichois aiment se détendre, faire un barbecue ou se baigner le long du fleuve Isar. On y propose de nombreuses activités en plein air, bains de soleil, piscine ouverte, lac ou cinéma open air. Son parc le plus célèbre, c'est le Jardin Anglais, qui s'étend sur 400 hectares, ce qui en fait l'un des plus grands parcs urbains au monde. Assez impressionnant. Et ici, justement, spectacle insolite, une vague stationnaire sur l'Ice Bar qui attire les surfeurs en plein cœur de la ville. C'était un véritable show à ne pas manquer. C'était vraiment étonnant. Non, mais c'est vrai, toi, tu l'as vu aussi. Ouais. Franchement, même Sophie l'a vu. On est parti là-bas à Munich en vacances, hein, pour vous dire, il y a très très longtemps, mais ça existait déjà. Et c'est impressionnant. On se croit vraiment à la mer. Enfin, Ouais, et puis dingue, c'est une ambiance de vacances en plein milieu de la Exactement. ville. C'est impressionnant, ouais. Très vert. En tout cas, entre histoire et modernité, tradition et innovation, Munich est une ville dynamique où il fait bon vivre et surtout où il fait bon s'arrêter sur la route vers l'Est. Ouais. Donc c'est parti pour une minute vidéo, comme d'habitude, pour une halte bavaroise. Bonnes vacances. Merci Gabriel. En route vers l'Allemagne, à Munich, capitale de la Bavière. On passe de place en place, au cœur de la ville, jusqu'à la fameuse Marienplatz et son impressionnant hôtel de ville. À 2 pas, Frauenkirche, Notre-Dame et ses immenses tours jumelles du XVe siècle. Direction le marché Viktualienmarkt. Décontractée et pleine de charme, il fait bon vivre à Munich. Ici, c'est bien sûr la bière et ses Biergartens et la célèbre brasserie Hofbräuhaus de 1808. Munich, c'est aussi une ville très verte où les Munichois adorent se détendre entre la Pinakothek et l'immense jardin anglais, l'un des plus grands parcs urbains du monde. Et pour finir notre balade minute, le spectacle étonnant des surfeurs sur la vague stationnaire. Avant de retrouver le journal, la météo et notre invitée Ursula Serafin, un mot sur nos partenaires et nous commençons par la Fédération France-Slovaquie. Alors, Force Slovaquie, moi je te dirais d'abord qu'on va prendre la route. D'abord, on va prendre la route. Qu'est-ce que tu en D'accord, penses? mais je suis d'accord. On prend la route. C'est ça. On parlera de nos partenaires ensuite. Oui, on va prendre la route avec Antoine de Courcelles et Margot Guillou. Et on commence d'ailleurs par la disparition d'un grand monsieur, Antoine. Oui, le sport automobile est en deuil. Le 4 mai dernier est décédé à 78 ans le grand pilote allemand Jochen Mass. Il avait commencé sa carrière en 1973 en Formule 1 avec Surtees. Puis en 1974, il a rejoint McLaren jusqu'en 1977, avec laquelle il a remporté le Grand Prix d'Espagne en 1975. Il arrêta la F1 en 1982 et se lança en endurance, où il construisit un beau palmarès avec une victoire aux 24 heures du Mans en 89 avec Sauber Mercedes. Il a gagné 30 courses et a terminé 2 fois vice-champion du monde des pilotes. Toute la rédaction d'Armada adresse ses sincères condoléances à sa famille. On passe à l'info des circuits, Margot. Hier a débuté la première journée des 6 heures de Spa-Francorchamps 2025 de WEC, alors que les Ferrari prenaient la tête avec un doublé de la numéro 50 et de la numéro 83 de l'écurie AF Corse lors des premiers essais libres. C'est la Porsche numéro 6 de Kevin Estre, Lorenz Vanthoor et Pascal Wehrlein qui a pris les devants des deuxièmes essais libres, avec le meilleur temps de l'après-midi de 2 secondes 01 et 475 centièmes, améliorant de plus d'1 seconde le meilleur temps des essais libres numéro 1. Malgré une séance marquée par
3 sorties de piste, obligeant la direction à agiter le drapeau rouge à 3 reprises et à rallonger la séance de 30 minutes. Rendez-vous demain à 14h pour le départ des 6h. Place à la moto maintenant avec la Metalcast 2 Extraliga, la deuxième division de Speedway en Pologne. Hier, Ostro s'imposait 58-32 face à Lodz, première victoire de la saison pour le club. Victoire importante en ce 4e tour de la compétition, dont l'enjeu est la promotion en PGE Extraliga, la première division, soit l'élite du Speedway en Pologne, mais également la meilleure ligue de Speedway au monde. Le match a été marqué notamment par le retour de Grzegorz Walasek, 48 ans, joueur le plus âgé de la ligue polonaise. Il avait participé à la série Speedway Grand Prix et a remporté 15 sélections internationales pour l'équipe nationale polonaise de Speedway. On passe à l'industrie auto. Alors du côté de l'industrie auto, au salon de Shanghai a été présenté un concept des futures vannes de 2026 selon Mercedes, appelé le Vision V. La face avant est éclairée par 200 LED. À l'intérieur de ce Vision V, on a des sièges futuristes avec un écran horizontal à l'avant. L'arrière ressemble à une cabine de première classe avec aussi des sièges futuristes, des bois précieux, un grand écran 4K 65 pouces et 42 enceintes. Et un jeu d'échecs. Ah, trop top. Cette nouvelle Mercedes est 100% électrique et on ne connaît pas son prix. Normal, c'est un concept. Toujours Mercedes, au Grand Prix de Miami, Mercedes AMG a dévoilé une série limitée à 52 exemplaires, la Mercedes AMG GT APX GP Edition, qui a été créée pour la sortie du film de Joseph Kosinski, prévu en salle le 25 juin prochain. Cette Mercedes a des modifications esthétiques avec une carrosserie mate avec des touches de doré qui sont aussi présentes à l'intérieur sur les jantes 21 pouces et le logo AMG sur les seuils des portes illuminées en or. Et le nom de APX GP inscrit sur un élément en cuir noir et sur les tapis de sol en velours. Arrête de nous faire rêver. On passe à la Porsche, Margot. Porsche dévoile un 3e modèle du programme Heritage Design, la Porsche 911 Spirit 70, dotée du très connu Flat 6 de 3,6 litres de 541 chevaux. Elle a une teinte vert olive néo avec des accents bronzites, des jantes sport classiques Fuchs. Sur les flancs sont écrits Porsche avec un sticker noir et un numéro de départ personnalisé. Et sur le capot, les cuissons Porsche dans sa version 1963. Quant à l'intérieur, il reprend celui des années 70. Elle sera disponible à partir de 247 200 € et sera prévue pour l'été 2025. On passe à des préparateurs allemands, Antoine. Les 2 préparateurs allemands Abt et LCE Performance sont associés pour lancer la ABT Your Quattro, un resto-mode de la Audi Sport Quattro des années 80. Ce resto-mode n'est pas modifié esthétiquement, mais il l'est techniquement avec une carrosserie en carbone et Kevlar. Sous le capot, on a à la place du moteur de l'époque un 5 cylindres 2,5 litres turbo qui est poussé à 530 chevaux. Son prix n'a pas été communiqué, elle est limitée à 30 exemplaires, déjà tous réservés. Wow. 30 exemplaires. Oh là là. C'est pas non, mais moi c'est le nombre des chevaux qui m'étonne. C'est wow. On va parler un petit peu de... Je veux pas savoir. Il nous reste 2 petites minutes pour parler de nos partenaires, bien sûr. Exactement. Avec la France, avec la Fédération France-Slovaquie, une association européenne qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison à travers leurs événements. D'ailleurs, ils vous invitent demain, le 10 mai, de 10h à 18h30 à la 19e édition du marché européen qui se déroulera entre autres place du marché neuf à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Vous pourrez y trouver Tania et ses bijoux en céramique, Andrea et ses personnages tricotés à la main, mais aussi Martina et ses medovniki, de délicieux biscuits type pain d'épices décorés de glaçage blanc, c'est vachement bon, parfumé au miel, à la cannelle et au clou de girofle. Je vous dis que ça, je sens que ça va être l'heure de manger. On les sert à Noël en général. Une adresse france-slovaquie.com et sur les réseaux sociaux. Bon, en attendant, ouais, non, on va passer à l'Aki directement parce que l'Aki, il va y avoir un rêve. Franchement, c'est un rêve. C'est le 15 mai, donc jeudi prochain. Au Club Vendôme de Paris, donc juste à côté de l'Opéra de Paris, il y a un spectacle, un show burlesque avec
un spectacle fashion avec 3 défilés. Le premier, c'est le défilé de lingerie de la créatrice Anya Wisher avec la dentelle de Calais et chaque pièce est unique et faite main. Il y aura le défilé aussi de Natasha Bonnet avec un style street style et sportwear et le défilé de robe de soirée d'Irène Michel. Mais en même temps, il y aura le spectacle vivant avec 5 artistes sur scène. Et pour le défilé, 20 mannequins. Et venez voir ce show jeudi prochain à 19h. Je te propose... Et on sera là. Et on sera là. Et puis je te propose de voir quelques petites images. Comment dire, juste pour les yeux, ça dure 50 secondes. On sera un peu en retard pour le journal. C'est pas grave. C'est les nouvelles. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On va nous rêver. C'est le temps qu'Eric nous donne. On y va. On rêve. Lucky, donc le 15 mai à 19h jusqu'à 22h. Bref, une soirée de rêve. Allez-y. Et puis, enfin, il y a Aima Aikokoa. Si vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, pour vous détendre dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne dans une ambiance de fête, ou tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș, il vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima Aikokoa sur internet, aima-aiakokoa.ro. Elle parle français, elle vous attend à bras ouverts et c'est génial, vous pouvez me croire. Habituellement on passe ces images, là il est 20h01 et on va parler des infos. Il est 20h, donc place au journal européen, journal présenté par Maya Hamlal et Flore Marcassin. Roumanie, avec le premier tour des élections présidentielles. Alors ce dimanche 4 mai, le candidat d'extrême droite Georges Simion a fait un score historique en récoltant plus de 40% des voix aux présidentielles roumaines. Ce résultat a provoqué une crise gouvernementale qui menace la majorité pro-européenne au Parlement. En effet, lundi 5 mai, le premier ministre roumain, Marcel Ciolacu, chef du Parti social-démocrate, a présenté sa démission. Il a justifié son acte en disant que le vote des Roumains montre que la coalition gouvernementale n'a aucune légitimité. Cet acte illustre le contexte tendu auquel fait face la Roumanie durant ces élections présidentielles. Nous connaîtrons le nom du futur président le 18 mai lors du second tour. Allemagne, un nouveau chancelier qui est passé par l'Élysée. Et oui, 2 mois et demi après sa victoire aux législatives et après surtout le choc de son échec au premier tour, le conservateur Friedrich Merz a été élu chancelier au deuxième tour par les députés allemands. Il obtient 325 voix sur 630 députés. Le chef des conservateurs succède au social-démocrate Olaf Scholz à la tête d'un gouvernement de coalition nommé pour une durée de 4 ans. Pour sa première visite officielle à l'étranger, le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a été accueilli à l'Élysée. En effet, ce mercredi 7 mai s'est tenue une réunion franco-allemande dont le but est de rappeler l'amitié et l'attachement profond qu'ont les deux nations. Cette nouvelle élection marque un tournant dans les relations franco-allemandes qui s'étaient refroidies. Le président français a illustré ce rapprochement par un selfie publié sur X, anciennement Twitter, où il qualifie le chancelier Friedrich Merz comme étant un nouveau grand ami. Les deux dirigeants ont exprimé lors de leur rencontre la volonté d'une tenue plus régulière d'un conseil de défense franco-allemand. Ils se sont également promis de mettre en place des coopérations plus poussées dans divers domaines, dont la défense.
Cela en vue d'une garantie de sécurité à l'Ukraine, a annoncé le chancelier allemand. La Slovaquie, la République tchèque et la France ont rendu hommage au général Stefanik. Flore. En effet, ce lundi 5 mai s'est tenu à Meudon un hommage à Milan Stefanik. Le général slovaque naturalisé français en 1912 a mené différentes carrières dans l'astronomie, l'aviation française et également en politique. C'est l'un des pères fondateurs de la Tchécoslovaquie. Ses qualités de diplomate restent encore aujourd'hui, pour nos relations européennes, un exemple. Voici notre reportage. Oui, alors ça, voilà, c'est notre générique de journal. Il est parti, hein, c'est pas grave, ça arrive. Oui, donc Flore Marcassin et Margot Guillou sont partis donc à Meudon et donc elles ont fait un reportage sur cette commémoration sur Milan Ratislav Stefanik, un homme on en parlait tout à l'heure en début d'émission, qui est important au niveau de l'histoire européenne. Ce lundi 4 mai s'est tenue à l'Observatoire de Meudon une cérémonie commémorative en l'hommage à Milan Ratislav Stefanik. Cette cérémonie fut l'occasion de rassembler le représentant de l'ambassadeur tchèque ainsi que l'ambassadeur slovaque dont la mission est de préserver l'héritage culturel de la figure de Stefanik. Stefanik, c'est quelqu'un qui provient d'une famille très modeste, mais son esprit combatif, son persévérance, son vraiment volonté énorme était la source de son succès dans la vie politique, diplomatique, scientifique, même militaire. Je pense que chaque pays a besoin de personnalités qui représentent leur identité. Et le général Milan Ratislav Stefanik était une telle personne, un tel personnage de notre histoire. Il était visionnaire. Pour un pays, pour un peuple de l'Europe centrale, c'était très important pour notre identité actuelle slovaque. Les différentes prises de parole ont accentué sur la volonté de préserver une unité entre les pays européens en ces temps troubles. Milan Ratislav Stefanik était en effet un fervent partisan de la coopération européenne. La cérémonie s'est conclue sur des airs de fouillara, instrument traditionnel slovaque, ainsi que la prononciation d'un poème à Milan Ratislav Stefanik de Maria Cvetanova Laura. Et nous revenons à notre journal. Un eurodéputé brûle le drapeau de l'Union européenne. Non, c'est les Pays-Bas, les Pays-Baltes, avec l'interdiction de vol de l'avion du président serbe. Pardon, oui, j'ai zappé. Et oui, les autorités de Lettonie et de Lituanie ont interdit le vol de l'avion du président serbe Aleksandar Vučić à travers leur espace aérien en route vers la Russie pour régler des affaires importantes liées à l'économie et à l'énergie, notamment résoudre le problème de l'approvisionnement en gaz et célébrer le 80e anniversaire de la victoire le 9 mai. Les autorités polonaises et lituaniennes ont imposé, elles, une interdiction similaire au premier ministre slovaque Robert Fico. Un eurodéputé brûle le drapeau de l'Union européenne. En effet, mardi, le député polonais au Parlement européen Grzegorz Braun et le député Roman Fritz ont mené une intervention parlementaire dans le bâtiment du ministère de l'Industrie à Katowice concernant la liquidation de l'industrie minière polonaise, à laquelle le parti Konora s'oppose fermement. Membre nationaliste et traditionnaliste, c'est la deuxième fois qu'il s'en prenne au drapeau car il y avait déjà eu une détérioration en décembre. Après avoir parlé aux fonctionnaires et posé des questions, l'eurodéputé Grzegorz Braun a décroché, piétiné et brûlé le drapeau de l'Union européenne. Peu après, l'homme s'est expliqué en disant qu'il n'y avait pas d'Union européenne. Commission européenne, un plan contre l'importation de gaz russe.
La Commission européenne a dévoilé ce mardi 6 mai son plan pour mettre définitivement un terme aux importations de gaz russe d'ici la fin 2027. Il s'agit d'agir en deux temps, d'abord par l'interdiction des nouveaux contrats et des contrats courts existants avec les entreprises russes à la fin de 2025, puis par la suite l'extinction de l'ensemble des importations de gaz de Russie 2 ans plus tard. L'Ukraine envisage de remplacer le dollar par l'euro comme devise de référence. Avec le détachement progressif de l'aide américaine sur le territoire ukrainien, Bruxelles devient l'un des principaux garants dans l'aide à la défense de Kiev. Ainsi, l'Ukraine tente de repenser la manière d'aligner leurs liens géopolitiques, sécuritaires et commerciaux dans un ordre mondial en mutation, explique Phoenix Callen, analyste sur les marchés émergents chez Société Générale. C'est pourquoi les aspirations européennes semblent mieux concorder à la politique qu'ils souhaitent appliquer. À cela, depuis le début du second mandat de Donald Trump à la présidence, le dollar a perdu plus de 9% par rapport aux devises de référence. Les investisseurs se débarrassent actuellement de la devise américaine qui était pourtant longtemps considérée comme un refuge de période de crise. Oui, et puis enfin, aujourd'hui à Nancy, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président français Emmanuel Macron ont signé un traité d'amitié et de coopération renforcée entre la France et la Pologne. Ce traité marque une étape majeure dans les relations bilatérales en consolidant les liens stratégiques dans les domaines de la défense, de l'énergie, de la culture et de la science à travers une intensification des échanges culturels, scientifiques et linguistiques. On continue avec le journal des sports présenté par Margot Guillou et Flore Marcassin. On commence avec le football, Margot. Parlons foot, parlons Liga, le championnat de la République tchèque. Slavia Prague remporte son match 4-3 contre Victoria Plzeň, deuxième au classement. Les Pragois, avec 16 points d'avance, deviennent officiellement champions de Tchéquie. Cette victoire permet aussi au club de se qualifier pour la participation aux phases préliminaires de la Ligue des Champions la saison prochaine. On passe au tennis avec le tournoi Master 1000 de Rome, Flore. Oui, du 5 au 18 mai se tient le tournoi de tennis de Rome sur la terre battue de Fora Italico. Cette année, nous ne retrouverons pas l'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic, car ce dernier a déclaré forfait pour le Master 1000 de Rome. Les organisateurs ont annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux sans préciser les raisons de sa décision. Voici les résultats de ce matin. Premièrement, chez les simples messieurs, le 15e mondial Dimitrov s'est incliné face à l'Italien Francesco Passaro qui a remporté les 2 sets 7-5 et 6-3. On enchaîne avec le joueur russe Kachanov qui s'est lui imposé ce matin face à Roman Andres Burachaga avec un score de 6-4, 5-7 et 6-1. Chez les simples dames, la polonaise Magdalinette a éliminé la grecque Maria Sakkari avec un score de 6-1, 4-6 et 1-6. On continue sur les parquets avec le handball. Demain a lieu la demi-finale allée de la Bundesliga féminine, championnat allemand de handball. S'affronteront à 18h30 l'équipe de Dortmund et la Blumberg Lippe, puis à 19h le Ludwigsburg et le Thüringer. Ces matchs sont décisifs pour accéder à la finale et espérer remporter le titre. Les matchs retour se dérouleront le 14 mai prochain. Le 14 mai prochain. Place au sport de combat avec un mot de kung-fu wushu féminin, Flore. En effet, du 30 avril au 5 mai, s'est tenu à Héraclion en Crète le 8e championnat d'Europe de Kung-Fu Wushu traditionnel. Chez les femmes, dans la catégorie 40-59 ans, la Bulgare Maria Aruchanian est arrivée en tête avec un score de 5.837. La France se retrouve en deuxième position grâce à Tan Ingel Leite. Et enfin, la troisième place revient à la portugaise Irene Candeias, qui obtient le score de 7700. Voilà, pour la française, c'est 7.750. Et voilà, et pour la bulgare, c'est 7.837. Il est 20h13, on va passer à la météo avec Elena Tcheremnir.
Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, il fera beau en majorité. Samedi matin, le continent européen sera partagé entre du soleil à l'ouest de l'Oder et des Carpates. À l'est, des nuages et un risque de pluie en Pologne et en Roumanie. Côté température, il fera 5 degrés de minimum à Helsinki et Stockholm. Et sur le front est, sur une ligne de Tallinn à Kiev, ça variera entre 6 degrés et 7 degrés. On attend 8 degrés à Cracovie en Pologne, 9 degrés à Varsovie, Bratislava et à Budapest, 10 degrés à Prague et Bucarest, 11 degrés à Zagreb, Belgrade, Berlin et Copenhague, 12 degrés de maximum à Sofia. Samedi après-midi, le temps sera maussade. Les nuages avanceront sur le continent vers l'ouest, comme à Berlin, Budapest, Zagreb et Sofia. Il y aura une pénétration des nuages de l'est vers l'ouest. La pluie va cependant rester bien ancrée, surtout dans les pays baltes ainsi qu'en Pologne, alors qu'en Roumanie, le temps sera couvert. Concernant les températures, de l'autre côté des Carpates, elles varieront entre 16 à 18 degrés comme à Sofia. Le minimum à Helsinki et Stockholm est aussi entre Tallinn et Kiev. Dans l'ensemble des pays baltes, à Tallinn, il fera 15 degrés, à Riga 10 degrés et à Vilnius 11 degrés. À Cracovie, on attend 14 degrés. À Bratislava, Zagreb, Belgrade et Berlin, 17 degrés. À Budapest, 16, 13 à Bucarest, à Copenhague 12, le maximum avec 19 degrés à Prague. Dimanche matin, entre éclaircies et ciel très nuageux sur les pays scandinaves et les pays baltes, ainsi que dans l'ensemble des pays sur une ligne de Tallinn à Kiev, surtout à Berlin, et de la pluie est attendue à Sofia. Côté température, le long des Carpates, elles seront comprises entre 14 et 18 degrés. Dans les pays scandinaves, 8 degrés au minimum. Sur la ligne de Tallinn à Kiev, les températures varieront de 6 à 8 degrés. On attend à Cracovie 7, 3 à Varsovie, 12 à Bratislava et Budapest, 13 à Zagreb et Bucarest, 14 à Belgrade, 16 à Berlin, à Copenhague 8 degrés, le maximum à Prague avec 19 degrés. Enfin, dimanche après-midi, il y aura de faibles averses le long des Carpates, de la pluie est attendue à Cracovie, les nuages se déplaceront vers l'ouest comme dans les pays scandinaves, alors que le temps sera ensoleillé dans les pays baltes. Quant à Cracovie et à Sofia, de la pluie est attendue. Côté température, il fera 9 degrés de minimum à Riga. Sur le front est, entre Tallinn et Kiev, entre 9 et 13 degrés. Il fera 11 à Cracovie, 13 à Varsovie, Budapest 14, Bratislava 17 degrés, 18 à Zagreb, 20 à Belgrade, Copenhague 9, Sofia 19 et de maximum 22 degrés à Prague et 24 à Prague. Maximum 22 degrés à Berlin et 24 à Prague. On va y arriver, Bravo pour ta première météo quand même, parce que c'est pas simple. Bravo. Oui, et voilà, il est 20h16. On va justement, vous avez parlé d'une deuxième partie avec notre invitée Ursula Séraphin, qui est directrice de la Maison de l'Europe à Paris. Alors, on a pu voir aujourd'hui dans l'actualité, ça bouge beaucoup. Il y a des fois certains malaises, il y en a certains qui brûlent même les drapeaux. La Roumanie, c'est les nationalistes qui passent en tête. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fait-là ? Est-ce que les montées des nationalismes en Europe, comment on pourrait les endiguer pour éviter qu'ils montent, justement ? Est-ce qu'il y aurait une idée Écoutez, si j'avais ce pouvoir, je le ferais. Maintenant, ce sont les citoyens qui choisissent. Oui, bien sûr. choisissent. Donc, c'est difficile d'aller contre le vote des citoyens. Même si en Roumanie, on a quand même annulé les précédentes élections pour l'ingérence. Pour ingérence, oui. Tout à fait. Voilà. Et voilà. Mais encore une fois, pour que les citoyens puissent voter en fonction d'une information fiable et véritable, il faudrait encore qu'ils soient correctement préparés et informés. Et encore une fois, l'éducation doit jouer un rôle important dans... C'est ça. C'est peut-être parce qu'il y a peut-être trop de questions. Je veux dire, on n'a jamais assez de questions. C'est que certainement, entre les idées qu'on reçoit, c'est vrai que la réflexion, c'est important. Et en fait,
Je ne sais pas, ça me paraît, à première vue, les gens sont pas clairs. Je pense à notre auditeur qui habite Gex, à côté de Bourg-en-Bresse, hein. Dans l'Ain, pensez-vous, il a une question, pensez-vous que l'Union européenne pourra un jour concilier pleinement son ambition d'intégration politique avec le respect strict de la souveraineté des États membres, notamment face aux divergences profondes sur l'état de droit, les politiques migratoires et les modèles économiques? Si oui, par quel mécanisme institutionnel ou quel changement de paradigme cela pourrait-il passer encore? Merci. C'est une question d'Eliott. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? D'abord, il faudrait répondre que l'Union européenne est dirigée par les traités. D'accord, c'est dirigé par les traités. Voilà. Donc, le dernier traité qui est toujours en vigueur, c'est le traité de Lisbonne. La question était très longue et très complexe. Disons que voilà, c'est comment concilier si son ambition. Juste de l'état de droit. Oui. Chaque démarche de l'Union européenne doit avoir une base juridique. Sur cette base juridique, la Commission européenne, qui est gardienne des traités, peut intervenir. D'accord. C'est dans ces conditions-là qu'on a, par exemple, infligé des sanctions à la Hongrie, puisqu'elle ne respectait pas les règles de l'état de droit. Et c'est seulement sur ces bases-là qu'on peut intervenir. Il a parlé aussi de sa question de l'union politique. L'union politique est en marche. Elle arrive progressivement. Et ça arrive par étapes. Tout est prévu dans les traités. Moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous expliquer concrètement comment ça se passe, mais c'est le rôle de la Commission européenne qui, encore une fois, est gardienne des traités et qui applique les traités. Et si jamais les États membres ne s'exécutent pas, elle a le droit d'appliquer les sanctions. D'accord. Ok. D'accord. Bon, au moins, ça mérite d'être clair. On a aujourd'hui un nouveau chancelier allemand, qui est Friedrich Merz. On l'a vu tout à l'heure, qui a été élu au deuxième tour. Est-ce que cette paire franco-allemande, du coup, va peut-être renaître de ses cendres? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'Italie et la Pologne qui sont plutôt qui s'imposent plutôt. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire que voilà, il y a deux pays qui étaient à l'origine de l'Union européenne, deux grands pays, c'est la France et l'Allemagne. C'est vrai que les annonces de nouveaux chanceliers allemands sont très prometteurs et très européens. L'Allemagne prenait toujours beaucoup de précautions par rapport à des décisions qui devraient être prises, à appliquer des décisions prises au sein de l'Union européenne. Là, pour la première fois, on a entendu par le chancelier allemand dire que voilà, il faut prendre en main toute la politique de défense de l'Union européenne parce que on peut plus compter sur les Américains et on peut plus compter sur l'OTAN. Donc, il faut que l'Union européenne prenne ça en main. C'est pour la première fois, quand on connaît l'histoire de l'Allemagne. Et donc, on sait très bien que c'est une décision qui était difficile. Et jusqu'à maintenant, tous les chanceliers refusaient de parler de l'implication de leur pays dans la défense européenne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, il faut dire qu'avant, l'armée allemande était entre guillemets interdite. Ils n'avaient pas le droit d'être armés. C'est ça. Donc, ils avaient droit, pour se défendre quand même, il y avait les soldats allemands, mais ils n'avaient pas droit de participer à même des exercices ou des missions, comme par exemple, quand la France envoie des casques bleus quelque part, et c'était pas, les Allemands n'y allaient pas.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a aussi alors le fait que c'est un eurodéputé nationaliste et traditionnaliste brûle un drapeau de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de voir du coup qu'il réitère en fait son acte? Alors, j'avoue que j'ai appris ça dans votre journal. Bien évidemment, ces genres d'actes doivent être punis. En France, si quelqu'un brûlait le drapeau français, il va en prison. Voilà. Je pense qu'il irait en prison. Donc, je ne sais pas ce que prévoit la loi en Pologne par rapport à ça. Mais moi, je suis scandalisée, offensée. Voilà, ça ne devrait pas exister. D'accord. C'est-à-dire que nous, notre journal, en fait, on dit les infos qu'on ne dit pas ou peu. Donc, c'est vrai que on touche tout le continent. L'Ukraine, aujourd'hui, envisage de passer du dollar à l'euro pour sa nouvelle devise. Est-ce que, pour vous, c'est une avancée parce qu'ils ne font encore pas partie de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que de toute façon, ils n'utilisent pas le dollar aujourd'hui. C'est une monnaie d'échange. C'est la monnaie de référence. Après, c'est des mécanismes économiques et financiers qui sont assez complexes. Ils le disent aujourd'hui, mais je crois que c'est juste un effet d'annonce pour donner un signal aux Américains, parce que les échanges dans l'Union européenne, même pour les pays qui ne sont pas dans la zone euro, se fassent évidemment en euros. Mais la monnaie mondiale d'échange, ça reste quand même le dollar. Ça reste quand même le dollar. Pourtant, l'euro par rapport au dollar, il est quand même plus costaud, non? Aujourd'hui, oui. Depuis que l'arrivée de Trump et ses décisions un peu chaotiques, pas explicables sur les droits de douane, ça a fait plonger la bourse. Et quand la bourse plonge, le dollar plonge. Oui, c'est ça. Ça va de pair. Comment dirais-je? On a et donc du coup voilà. Donc c'est quand même, il est 25. Il est 20h25 sur Armada. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a énormément encore de travail à faire par rapport justement pour faire connaître cette Europe. Nous, je sais que il y a beaucoup de pays qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu une personne une fois me dire, qui travaillait justement à Bruxelles, et ça m'a étonné. Je dis quand même, quand j'ai rempli justement cette carte de l'Europe, elle m'a dit, moi, je me serais trompé. Et je trouve ça, où ça? Et quand je lui ai dit où, elle m'a dit, là-bas, vers l'Est. Est-ce qu'il faudrait faire mieux connaître justement les autres pays, ceux qui sont arrivés en dernier en fait, que ce soit depuis 2004, que ce soit en 2007 ou après, pour justement faire en sorte que les Occidentaux ne disent pas là c'est Tallinn, genre je sais pas où c'est, voilà, pour éviter justement qu'en face on se dit attends, j'existe, oui mon pépin viens chez moi, il y a des artistes, viens. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter toutes les chroniqueuses et chroniqueurs pour le travail vraiment extraordinaire que vous avez fait et pour l'approfondissement, à la fois de point de vue culturel. Je vois que vous êtes en contact avec tous les instituts culturels et le FICEP, et aussi pour les informations politiques qui étaient vraiment excellentes. Écoutez, maintenant, comment faire pour faire connaître les autres? Vous le faites. Donc, merci. On est à peu près les seuls en France. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Nous, on le fait aussi à la Maison de l'Europe. Si on est nombreux à le faire, peut-être qu'on va réussir un jour à mieux se connaître entre les uns et les autres. Maintenant, il y a une devise de l'Union européenne qui est « unie dans la diversité ». Donc, il ne faut quand même pas renoncer à nos différences. Exactement. Et puis à nos langues. Et voilà. Donc, tout ça, c'est une richesse. Donc, et la preuve qu'on peut mieux se connaître si on arrive à bien s'informer.
Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, on fait résonner plusieurs langues. Exactement. On fait résonner toutes les langues de l'Union européenne et même de l'Europe entière, du continent européen, puisque on va au-delà des frontières. Il est 20h28 sur Armada. C'est Bienvenue à l'Est et merci beaucoup Ursula Séraphin, directrice de la Maison de l'Europe à Paris, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toutes les Maisons de l'Europe dans toute la France, mais aussi dans tous les États membres de l'Union européenne. À Paris, elle se situe au 77 avenue de Versailles à Paris, dans le 16e. Et merci à toute l'équipe. La semaine prochaine, on parlera de l'image de soi avec nos invités Marc Dugast et Anna Tchaikovska-Piotrowska, mais aussi de notre rencontre avec nos Miss Planète France 2025 et Diva France 2025. Merci à toute l'équipe de journalistes de Bienvenue à l'Est, Maya Amlal, Antoine de Courcelles qui est parti en régie, Margot Guillou, Flore Marcassin, Elena Tcheremnir. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur notre page Bienvenue à l'Est. Merci Eric Mourechan pour la réalisation de cette émission. Merci à Alban de l'avoir assisté. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. À 21h, eh bien, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis, en tout cas, avec l'émission Le fil de l'avenir. Merci Anna. Merci Jérôme et à la semaine prochaine. Dans Bienvenue à l'Est sur Armada. À 19h, gardez le sourire, c'est le plus important. Ciao.